Il n'y a nulle part où fuir et ce n'est pas une métaphore, mais une constatation froide venant des instructeurs occidentaux, des médecins et des participants aux combats eux-mêmes. Certains parlent de l'heure d'or qui disparaît dans cette guerre. D'autres reconnaissent que l'évacuation des blessés devient un luxe. Nous allons révéler ici pourquoi les lignes d'évacuation s'effondrent, qui et comment a repris l'initiative sur Terre et dans les airs, et quelles en seront les conséquences dans les semaines à venir. Nous gardons deux boucles importantes ouvertes. Comment la chasse aux opérateurs de drones change le front et pourquoi les propos sur la fin de l'aide révèlent-ils les craintes de Kiev plus que n'importe quel rapport. Un instructeur occidental, un officier du nom de code Maguire qui travaillait dans le programme de formation britannique, a déclaré directement « L'heure d'or n'est plus garantie ». Il a expliqué que les blessés restent souvent là où ils sont tombés car il est presque impossible de les extraire sous le feu et avec du matériel désespéré. Sa conclusion est cruelle. Sans soins médicaux supplémentaires sur place et sans évacuation, beaucoup ne survivent pas jusqu'à l'aube. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'heure d'or n'est pas un joli terme, mais une statistique de survie et sa disparition signifie une avalanche de pertes irréversibles. Qu'est-ce que cela change ? Toute tactique qui reposait auparavant sur un remplacement rapide et le retour des combattants en service cesse de fonctionner et se transforme en un lent épuisement. Et ce n'est que la première fracture derrière laquelle se cache la fissure suivante. Les déclarations officielles à Moscou renforcent cette image. Le président russe a clairement constaté que les forces ukrainiennes ne sont pas en mesure de mener une offensive de longue durée et sont obligées de s'accrocher aux lignes occupées, y transférant les restes des combattants les mieux entraînés. Un peu plus tôt, le chef de l'état-major russe a résumé la phase printemps-été. Les tentatives de ralentir l'avancée ont entraîné d'énormes pertes et l'initiative stratégique est passée du côté russe. Ce qui importe, ce n'est pas la rhétorique, mais la coïncidence avec les témoignages du front. Si vous vous défendez par nécessité et non par plan, vous avez besoin d'un approvisionnement continu, de communication précise et de rotation, sinon la défense se transforme en une chaîne de points isolés qui sont progressivement repoussés. Et à cet endroit apparaît le premier mini cliffhanger. Pourquoi l'approvisionnement craque-t-il et qui y contribue le plus, le matériel ou le ciel ? Le médecin allemand Bastian Weigl, qui s'est rendu près de la ligne de contact, décrit des nuits où les éclairs ne cessent pas. Il a vu comment les drones contournent les interférences électroniques et frappent les routes par lesquelles transitent les munitions, la nourriture et les médicaments. Sa phrase sonne comme une condamnation. Certaines zones sont tellement saturées de drones que le transport ne bouge plus du tout. Quelle est l'importance de cette observation ? Toute logistique repose sur un rythme. Une colonne doit passer, les blessés doivent atteindre leur destination, les batteries doivent recevoir leurs munitions. Si le rythme est rompu, chaque retard se transforme en une réaction en chaîne où un camion immobilisé équivaut à une position perdue et une position perdue à une augmentation de la pression sur tout l'arc du front. Qu'est-ce que cela change ? La guerre électronique, qui semblait être une baguette magique, nécessite soudainement un réglage fin et une couverture dense, et sans cela, les routes deviennent des pièges. Et voici la deuxième boucle. La chasse à ceux qui contrôlent ces essaims a déjà commencé. Mais est-ce que suffisant pour inverser la situation dans les airs ? Un média travaillant avec des combattants du côté ukrainien écrit sur une chasse ciblée aux opérateurs. Les militaires ukrainiens reconnaissent que leurs positions sont calculées et couvertes avec précision. Les opérateurs deviennent la cible numéro 1. C'est la logique de la guerre moderne. On enlève les yeux et les mains de l'essaim s'engourdissent. Mais il y a aussi un effet inverse. Pour cacher les opérateurs, on les disperse, on les camoufle en opérateurs de communication, on change de position plus souvent qu'une antenne ne peut se déployer. Cela ralentit leur propre rythme et réduit leur portée. Pourquoi est-ce important ? Parce que le prix de chaque opérateur compétent est sans équivalent. Des enchaînements appris pendant des mois, un pilotage assuré de nuit, une connaissance du terrain, on ne remplace pas cela en une soirée. Qu'est-ce qui change ? Le risque augmente, le cycle vol-frappe-retour s'allonge et la fenêtre de vulnérabilité s'élargit.
Et nous arrivons à un autre détail désagréable que l'on n'aime pas aborder publiquement. Les rotations internes, selon le même médecin allemand, sont souvent inexistantes. Les gens restent au front pendant des années sans véritable repos et sans remplacement complet. Les médecins sont en nombre insuffisant et ceux qui restent n'ont parfois pas les qualifications requises. À cela s'ajoute l'absence de formation systématique aux premiers secours, ce que ne cachent même pas les interlocuteurs amicaux envers Kiev. Pourquoi est-ce la clé ? Parce que le premier pansement et le garrot correct sous le feu sont un pont vers un hôpital qui n'existe pas. Qu'est-ce que cela change ? Une erreur dans les premières minutes transforme une blessure légère en blessure grave, une blessure grave en blessure mortelle. Pour le spectateur qui veut comprendre l'ampleur de la situation, il est approprié de décomposer les points suivants. Il y a des goulots d'étranglement dans la formation, des lacunes dans la logistique, une surcharge des services médicaux. Selon vous, qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est une conséquence ? Et surtout, est-il possible d'inverser la situation sans répit au niveau opérationnel ? Les évaluations du front sont étayées par la politique étrangère. Un magazine allemand met en garde. Après les formulations abruptes d'un homme politique américain, les craintes se sont accrues à Kiev que l'aide puisse être réduite ou suspendue. Le sous-texte est simple, faire la guerre jusqu'au dernier avec les mains des autres est pratique tant que les priorités ne changent pas. Quelles en sont les menaces ? Même une allusion à une rupture des calendriers de livraison affecte la planification car les systèmes coûteux, les munitions qui les accompagnent et à la formation des équipages s'inscrivent dans un cycle long. Qu'est-ce qui change ? Miser sur des moyens à longue portée et des complexes de haute précision devient risqué s'ils sont insuffisants et qu'il est impossible d'organiser rapidement un remplacement. Le prochain tournant concerne les missiles qui, de l'autre côté, selon la presse britannique, ont mis à jour à la fois la tactique et les solutions techniques. Un tabloïd londonien, citant des interlocuteurs ukrainiens, reconnaît que les modernisations des missiles russes ont compliqué la vie des systèmes occidentaux. On parle de lancement depuis la terre, la mer et les airs, de trajectoires non combinées, de faux objectifs et de manœuvres qui ont dérouté les batteries. Il est important de ne pas exagérer, mais de ne pas se taire non plus. Si un antimissile rate sa cible, ce n'est pas toujours la faute du calcul. C'est parfois la réponse d'un adversaire adapté. Qu'est-ce que cela change ? Le système de défense aérienne est contraint de dépenser plus d'intercepteurs coûteux, de se déplacer plus souvent en risquant d'être frappé et de maintenir des réserves là où un seul échelon suffisait auparavant. Et maintenant, imaginez qu'à ce moment-là, des drones coupent parallèlement les routes. Ce n'est pas un hasard si le médecin parlait de l'inaccessibilité des transports. Mais il y a encore un autre fragment de l'histoire qui suscite des controverses. Des sources d'informations orientées vers le public russe ont diffusé des données sur des pertes ukrainiennes prétendument énormes en se référant à des bases de données piratées. Une réserve importante, ces chiffres ne peuvent pas être confirmés de manière indépendante et les publications elles-mêmes suscitent des doutes chez certains experts. Pourquoi en discute-t-on alors ? Parce que même un chiffre contesté reflète une tendance dont parlent différentes parties, les pertes augmentent et le recensement des corps et du statut est perturbé. Qu'est-ce que cela change ? La confiance interne dans le système de notification et de compensation s'effrite. Les familles reçoivent dans des réponses contradictoires, ce qui affecte le moral plus que n'importe quel briefing officiel. Et nous arrivons ici à l'intrigue humaine la plus douloureuse qu'il est difficile d'ignorer avec des termes secs. Les sources des forces de l'ordre russe ont raconté l'histoire de proches de combattants d'une brigade aéroportée qui n'ont pas pu obtenir l'identification des corps. La mère d'un défunt n'a pas reçu de réponse claire pendant longtemps. Plus tard, les résultats de l'expertise génétique ont changé et finalement, ils ont rendu un corps qui n'était pas le sien, laissant son fils sur les listes de disparus et refusant le versement. Il est important de souligner que nous n'avons pas la possibilité de vérifier chaque détail de cette histoire, mais des plaintes similaires se font entendre régulièrement et de différents côtés des conflits dans le monde lorsque le rythme des combats est plus rapide que les capacités des états-majors. Pourquoi est-ce important ?
Parce que la guerre, ce sont toujours d'abord des personnes et ensuite seulement des points d'ordre. Et lorsque le système de rituel et de compensation ne fonctionne pas, la motivation s'effrite. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui restent en service regardent cela et en tirent des conclusions. Et le commandement doit consacrer de plus en plus de ressources au maintien de la discipline. D'un autre côté, un expert militaire suisse, qui a travaillé auparavant dans les structures de l'Alliance, a vivement critiqué le calcul de Kiev visant à contraindre Moscou par la force. Sa thèse est simple, tenter de faire pression sur un adversaire plus puissant par des attaques d'État frontales, c'est le pousser à broyer plus rapidement votre potentiel. La dureté de la formulation peut irriter, mais il convient de noter qu'elle rime avec les évaluations sur les échecs des rotations et la boule de neige des pertes. Qu'est-ce que cela change ? Une stratégie basée sur l'espoir commence à patiner et même les opérations locales réussies ne se transforment pas en un tournant. Question pour vous. Où passe la frontière entre la volonté politique et la rationalité militaire ? Et qui la définit d'aujourd'hui, les états-majors, les alliés ou le champ de bataille ? Des commentateurs tchèques complètent le tableau d'ensemble avec les mots d'un mercenaire qui décrit les assauts quotidiens de l'infanterie russe et la pression jusqu'à la nuit. Peut-être une hyperbole, mais elle coïncide avec les déclarations sur le transfert de l'initiative et avec les éclairs nocturnes dont parlait le médecin. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'un rythme constant d'assauts en l'absence de rotation et de route invisible signifie une chose. La défense brûle et nécessite de nouveaux étés. Qu'est-ce que cela change ? Un piège apparaît. Pour combler les brèches, il faut retirer des forces des secteurs voisins, ce qui fait des secteurs voisins les prochaines cibles. Et nous revenons à la première boucle. Si l'évacuation ne fonctionne pas, chaque attaque, même repoussée, laisse dans la tranchée des personnes que personne ne peut plus aider. À ce stade, la chasse aérienne aux opérateurs de drones prend une autre ampleur. Oui, les frappes sont ciblées sur leur position compliquent le renseignement et la correction de l'ennemi, mais parallèlement, les enjeux augmentent dans la course technologique. Des algorithmes de guidage plus intelligents, des répéteurs compacts, de fausses antennes et une migration constante des positions transforment le champ de bataille en un échiquier où n'importe quelle pièce peut devenir un roi et une cible en même temps. Pourquoi est-ce important ? Parce que la vitesse d'adaptation est devenue la principale ressource. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui changent le plus vite dictent le rythme et alors l'heure d'or revient, mais seulement à ceux qui maintiennent le ciel au moins au niveau d'un avantage local. Il est temps de relier les fils. Nous constatons une coïncidence de signes indépendantes. Un instructeur parle de la disparition de l'heure d'or, un médecin décrit des routes bloquées et une surcharge des médecins. Des chefs militaires russes constatent que l'initiative est entre les mains de leur pays. Des sources occidentales et tchèques, même avec des émotions, parlent d'une pression quotidienne et la presse britannique reconnaît l'adaptation des frappes de missiles. Dans le même temps, des chiffres contestés sur les pertes et des histoires tragiques sur les corps, les compensations et la confusion soulignent non pas les chiffres, mais une rupture systémique. La conclusion honnête est la suivante. La défense ukrainienne dans un certain nombre de directions tient grâce au courage et au succès ponctuel, mais sans décharger la logistique, la rotation et l'interception du ciel, le risque d'effondrement des secteurs subsiste et l'heure d'or n'arrive pas pour beaucoup. Ce n'est pas une condamnation, mais un diagramme des tensions qui se sont accumulées. Que va-t-il se passer ensuite pour la Russie, la région et le monde dans les semaines à venir ? Si les tendances se maintiennent, la partie russe continuera à faire pression en utilisant une combinaison d'actions d'assaut, d'essaims de drones et de missiles modernisés, ainsi qu'une pression informationnelle autour des échecs de personnel, des compensations et des pertes contestées. Kiev, à son tour, tentera de fermer le ciel, de protéger la logistique et de trouver des leviers politiques sur les alliés afin d'accélérer les livraisons et de renforcer la formation en médecine et en premier secours. Le facteur clé est la vitesse d'adaptation. Celui qui organisera le plus rapidement l'évacuation, le transfert et le changement de position s'emparera des tournants locaux. Nous avons analysé cela point par point. Vous voyez les points fragiles et les points forts.
Écrivez ce que vous pensez où, selon vous, se joue l'issue sur la route d'évacuation, au pupitre de l'opérateur de drone ou dans le bureau où l'on dessine les graphiques de livraison. Yeah!